accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Nous allons commencer cette interview par la disparition du Khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Que vous inspire sa disparition? Oui, à l'instar de tous nos concitoyens, beaucoup de tristesse. Serigne Cheikh, comme aimaient affectueusement l'appeler les fidèles, est un homme qui a marqué son temps de plusieurs manières. C'était un homme de savoir, il maîtrisait le savoir islamique, mais également il avait la particularité de comprendre le monde occidental, ce qui faisait de lui un chef religieux très singulier et surtout très tolérant. Ce que je retiens de Serigne Cheikh, c'est qu'il était un chef religieux moderne qui comprenait que il fallait effectivement s'ouvrir à d'autres cultures. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à implanter cet islam de tolérance qui fait notre fierté comme Sénégalais. Nous prions pour le repos de son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est l'occasion également de prier pour le nouveau khalife, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, de souhaiter santé et longévité. Tout récemment, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, nouveau khalife général des Tidjanes, a déploré le comportement de certains politiciens. Il s'est permis même de regarder les errements et certains propos, et puis a prédit véritablement que si on n'arrête pas cela, nous allons vers une guerre civile. Je pense que le khalife est dans son rôle de guide religieux qui appelle les fidèles à retrouver le bon chemin, y compris les politiciens. Je partage tout à fait ces recommandations. Je pense que la politique peut se faire de manière civile et civilisée et qu'effectivement les invectives n'ont rien à voir avec la politique qui au départ est une activité noble. Je pense qu'on peut être concurrent, la majorité présidentielle et l'opposition, tout en restant dans le cadre de relations courtoises. Mais heureusement, disons que nous faisons plus de bruit qu'autre chose. Jusqu'à présent, la démocratie sénégalaise a toujours su rester dans les limites, disons, de la paix. Et je crois que c'est l'appel que lance le khalife général des Tidjanes à l'ensemble de la classe politique qui serait bien inspirée de l'écouter. Madame le Premier ministre, nous avons suivi tout récemment un point de presse, Madame le ministre Mariama Sarr et Diène Farba Sarr, qui ont déploré votre présence à Kaolack, qui disent-ils sème véritablement la zizanie dans le parti. Est-ce que vous partagez le point de vue? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en politique. Je mets ça dans ce registre-là et que les situations se dépassent. Ma venue à Kaolack, je me rappelle que le khalife général rappelait d'ailleurs les relations entre Cheikh Ahmed Kane et mon grand-père Madiou Touré, qui sont quand même voilà, des érudits qui ont marqué la ville. Je suis originaire de la famille de Boutoussou, donc je suis retourné au Bercail. Et cela est une bonne chose pour moi et je pense pour le parti, puisqu'il s'agit d'élargir les bases du président de la République. Et le plus important, c'est le travail que nous accomplissons auprès des populations pour rendre visibles les actions du président de la République, pour travailler également avec la société civile pour contribuer modestement à voilà, accompagner les populations dans le sens de la satisfaction de leurs besoins. Et dans cet espace-là, je pense que voilà, tout le monde y a sa place. Et j'appelle encore une fois la plupart de nos responsables, mais au-delà d'eux, j'invite même les leaders de la société civile, les jeunes et les femmes, voilà, à travailler ensemble pour, comme je dis, voilà, ramener Kaolack
à son niveau historique d'antan. Oui. Kaolack fut une grande ville. Nous avons entendu Diène Farba Sarr vous reprocher le fait de ne pas entrer en contact avec lui quand vous êtes venu à Kaolack, mais dit-il qu'il n'est pas contre votre arrivée pour densifier le parti là-bas. Vous savez, je ne suis pas à ce niveau de la politique. Je m'intéresse aux grandes questions qui intéressent les Sénégalais. Comme je dis, il faut rester ouvert. Et mon rôle, c'est justement de ne pas céder un peu aux émotions et aux sentiments crypto-personnels, parce que Kaolack a des préoccupations importantes et je pense qu'il faut nous concentrer et nous consacrer à cela. Et vous, les journalistes, d'ailleurs, devrez surtout mettre l'accent sur ces questions-là. Tant qu'il y aura de la politique, il y aura de petites querelles, mais je pense qu'il faut de grandes ambitions à la place pour notre ville, en travaillant avec les mouvements qui sont sur place, qui sont très actifs dans les quartiers, dans la ville, que ce soit les associations d'artisans, les associations de jeunes, les artistes, les élèves, qui ont beaucoup d'initiatives. Et notre rôle, comme responsable politique, c'est de les encadrer pour que, justement, les conditions de vie s'améliorent. Est-ce que nous pouvons retenir que vous avez tourné la page de Grand Yoff et de Dakar? Vous savez, en politique, il ne faut pas le percevoir comme cela. En politique, disons, partout où vous avez des sympathies, vous continuez à les nourrir, à travailler avec eux. À Grand Yoff, j'y compte de nombreux amis, des soutiens, des camarades avec qui j'ai vécu des moments intenses. Il est évident que nous restons ensemble et chaque fois que je pourrai appuyer leurs interventions, je le ferai. Voilà, c'est comme ça qu'il faut percevoir la politique. Ce ne sont pas des domaines réservés des uns et des autres. C'est l'ouverture, c'est la tolérance et le plus important, ce sont les actions efficaces sur le terrain pour accompagner les populations. Oui, Madame le Premier ministre Aminata Touré, Khalifa Sall, votre adversaire, qui a été votre adversaire politique à Dakar, a été mis sous mandat de dépôt dans l'affaire de la caisse d'avance, dite, certains disent fonds politique. Beaucoup d'observateurs dénoncent le fait que l'IGE, l'OFNAC, transmet au chef de l'État certains dossiers. Oui, vous savez, il faut toujours aller à la recherche de l'information réelle. Sur ce dossier, c'est un dossier judiciaire en cours. Je fais le minimum de commentaires par principe. Mais une chose est constante, d'après les informations que nous en avons eues et qui ne sont pas démenties, c'est qu'il y a quand même pour 1,8 milliard de fausses factures. Le principe même de la fausse facture est une violation grave de la loi. Ça, je pense que 1,8 milliard, c'est 15 postes de santé équipés, le logement de la sage-femme et de l'infirmier compris. Ce ne sont pas de petites sommes. Et si l'Afrique veut se développer, notre pays y compris, il faut que les politiciens que nous sommes arrêtions de faire la confusion entre nos biens personnels et le bien public. Et je pense que c'est une ère de reddition des comptes actuellement qui est ouverte partout dans le monde. Vous avez suivi au niveau international. L'année dernière, la présidente du Brésil, pour fait de corruption, a quitté son poste. La présidente Park de la Corée, récemment, etc., etc. Voilà le monde dans lequel on vit. Et il faut que les politiciens, tout le monde compris, APR, PS, AFP, PDS, tout le monde compris, société civile y compris, puisqu'il y en a qui gèrent également des municipalités. Il faut qu'ils comprennent que l'ère, disons, de l'impunité est finie. Et il faut qu'on arrête de piller nos deniers publics et ensuite crier au complot politique. Ça, c'est fini, ce n'est plus possible. Maintenant, je pense, et c'est ma conviction, que l'ensemble des dossiers sont transmis au procureur et au procureur de faire son travail. C'est aussi simple. Oui, il n'y a aucun jusqu'à présent, le procureur tarde à s'autosaisir sur l'affaire opposant l'OFNAC au DG du COUD, Cheikh Oumar Anne. Que répondez-vous? Comme je l'ai dit, le procureur doit faire son travail, la justice doit faire son travail, parce que la reddition des comptes, elle est impersonnelle. Elle ne s'adresse pas à des personnes, selon qu'elles soient d'obédience politique particulière ou pas.
Non, elle est complètement impersonnelle. Et c'est un principe auquel je crois fortement. Et c'est l'option du président de la République. Il faut soutenir cela. Je pense qu'il faut soutenir toutes les actions de la justice. Mais il faut une justice, effectivement, équitable, qui donne voilà, le bénéfice du doute à tous ceux qui sont concernés par ces dossiers. Je rappelle que tous ces dossiers-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, parce qu'on tend à faire croire que ce dossier est agité parce qu'on est à la veille d'élections. Absolument pas. C'est un dossier qui est en cours depuis plusieurs mois, parce que lorsque l'inspection générale établit un rapport, il est donné loisir à la personne concernée d'apporter des contradictions au rapport. Et sur cette base, si les allégations ne sont pas satisfaisantes, le procureur est saisi et le procureur saisit le juge. Voilà exactement ce qui s'est passé dans l'affaire de la mairie et du maire de Dakar. Oui, êtes-vous pour que tous les rapports que reçoive le président de la République soient transmis systématiquement au procureur? Non, vous savez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aussi avoir du discernement. Si, par exemple, quelqu'un a été épinglé par l'IGE pour avoir mal géré son carburant à hauteur de 2 millions, on lui adresse un ordre de recette. S'il y a violation de dispositifs administratifs graves, tels que le détournement de deniers publics qui est sanctionné par la loi, par le code pénal, le procureur est saisi. Il faut avoir aussi du discernement. Il ne faut pas croire que tous les dossiers de l'IGE doivent être transmis au procureur. Cela dépend de la gravité des faits. Mais lorsqu'il y a un fait avéré de fausse facture, de détournement de deniers publics, vous allez consulter le code pénal, c'est sanctionné par la loi. Soit dit en passant, la personne intéressée a le loisir ou la possibilité de faire ce qu'on appelle un cautionnement auprès du juge, qui, à la limite, peut voir est-ce qu'il peut donner la liberté provisoire. Ça dépend du juge. Mais s'il n'y a pas de cautionnement, c'est le mandat de dépôt qui s'impose. Il faut que les informations justes soient transmises au public. Et surtout, que l'on fasse la différence entre ce qui est politique et ce qui relève de la gestion des deniers publics. Oui. Et pour cela, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas de discernement, selon que vous soyez, voilà, comme disait la fable de La Fontaine, noir ou blanc, la justice sera différente. Non, la justice doit être la même pour tout le monde, et je pense que c'est ce qui devra se faire. Oui, l'affaire Khalifa Sall, Madame le Premier ministre, au-delà des chapelles politiques, ne devrait-elle pas nous pousser à une meilleure utilisation des fonds politiques comme la caisse d'avance et les fonds politiques remis aux institutions? Vous savez, il faut faire la différence, encore une fois, entre ce que c'est qu'une caisse d'avance et des fonds politiques. Il n'y a pas, dans aucune mairie de ce pays, sous la nomenclature administrative, une ligne appelée fonds politiques. Ça n'existe pas. Vous avez des fonds discrétionnaires d'intervention au niveau de certaines institutions. Mais cela n'existe pas au niveau d'une mairie. D'ailleurs, si c'était des fonds politiques, pourquoi l'utilisation de fausses factures? Pourquoi vous avez besoin de faire des fausses factures? Rien que ça, faire des fausses factures, c'est un délit. Ça ne vous est pas autorisé de faire des fausses factures, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Donc voilà un peu les faits. Si on revient aux faits, cela est constant et cela n'est pas normal, de mon point de vue. L'argent public doit servir voilà, aux affaires publiques, notamment aux affaires des citoyens. Et quand ce n'est pas le cas, la justice est saisie. Mais la justice, comme je dis, elle doit être impersonnelle. Et cette affaire Khalifa Sall ne devrait-elle pas poser le débat sur l'indépendance de la justice de manière sereine et courageuse? C'est-à-dire, moi j'estime que le procureur, il poursuit à charge dans tous les pays du monde le système français. Je vous rappelle que François Fillon, qui était donné jusqu'à récemment premier dans les sondages, est poursuivi par le parquet financier. On ne l'a pas entendu, ce n'est pas une affaire politique, c'est des fonds. C'est des questions d'utilisation d'argent public. Ce qui est valable pour les Français, pourquoi ça ne peut pas être valable pour nous? Ce qui est valable pour les Coréens, pourquoi ça ne peut pas être valable pour nous? Je pense qu'il faut également qu'on ait de l'ambition pour notre propre pays en termes d'utilisation. Caisse d'avance, c'est régi par l'administration. C'est par les textes administratifs de manière très claire. Vous avancez parce qu'il y a une urgence, vous justifiez. Parce que tout est dans la justification.
Voilà, vous ne pouvez pas dépenser pour 30 millions de riz et de mil chaque mois, imputer ces factures à un vendeur de café et on considère que c'est normal, c'est de la politique. Absolument pas. Et je pense que les politiques doivent veiller particulièrement à leur honnêteté. S'ils ont de l'ambition notamment, lorsqu'ils ont de l'ambition, je pense que la première précaution à prendre pour un politique, c'est d'être honnête, d'avoir des comptes clairs, d'avoir une gestion claire, parce qu'il n'y a pas que voilà, des gens malhonnêtes dans l'opposition. Vous avez des gens tout à fait honnêtes dans l'opposition. Est-ce qu'il ne faut pas véritablement que le chef de l'État quitte le Conseil supérieur de la magistrature? Vous savez, moi, je pense qu'il faut voir d'où se situent les critiques. L'opposition, son rôle, c'est de critiquer. Sinon, ça n'a plus sa raison d'être. D'ailleurs, il y a au sein de l'opposition des gens qui étaient dans la majorité présidentielle qui trouvaient que tout marchait bien quand ils étaient avec le président. Mais dès que vous quittez le président, vous trouvez que les choses ne marchent pas. Bon, on peut se poser des questions sur l'objectivité de ces critiques. Je pense que le président préside le Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'a pas d'impact sur l'indépendance des juges. Il faut bien comprendre comment fonctionne le système judiciaire. D'ailleurs, dans beaucoup de dossiers, l'État a perdu. J'étais ancienne ministre de la Justice. Il y a beaucoup de dossiers où l'État a dû faire appel. l'État est en train de faire appel sur une affaire. Je ne vais pas revenir sur ces affaires-là. Donc, ça veut dire que le juge a son intime conviction lorsqu'il dit le droit. Et ce n'est pas parce que le président dirige le Conseil supérieur de la magistrature qu'un juge, dans l'intimité de son bureau, face à sa conscience, ne délivrera pas le droit. Absolument pas. Ceci étant dit, il faut également souligner que l'indépendance de la justice, ce n'est pas seulement en rapport avec les hommes politiques, c'est aussi en rapport avec les puissances d'argent, c'est en rapport aussi avec des puissances qui ont de l'influence. L'indépendance de la justice, il faut l'aborder de manière très large. Si on revient sur la démission du juge Ibrahim Adem du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur l'indépendance de la justice? Parce qu'il y a démission d'un juge, le Conseil supérieur de la magistrature existe depuis l'existence de la justice. On a vu passer beaucoup de juges. Il y a un juge qui, en 57 ans d'existence de la justice sénégalaise, a démissionné. C'est quand même, disons, une infime... Il a eu à déplorer son fonctionnement. Non, il faut bien prendre les faits. Moi, comme je dis, j'ai été ancienne garde des Sceaux. Le principe de la consultation à domicile est établi depuis qu'existe le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il y a des contraintes parfois pour que tout le monde se réunisse et il faut prendre une décision rapidement. C'est une pratique qui est motivée par la loi. Ça n'a rien d'irrégulier. Ça, il faut aussi bien le comprendre. Maintenant, voilà, ce juge a considéré qu'il démissionnait. Sa démission a été prise. Le Conseil a pris acte. Mais je ne vois pas d'impact fondamental sur le fonctionnement de la justice. Je vous rappelle qu'il y a plus de 550 magistrats qui disent le droit tous les jours. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Premier ministre Aminata Touré, bientôt l'organisation des élections législatives, il paraît que vous êtes pressenti pour diriger la prochaine Assemblée nationale. Oui, bon, ça c'est des questions... c'est normal qu'à chaque approche d'élection, les supputations aillent bon train. Le président de la coalition réunira la coalition, les discussions se feront et la bonne décision sera prise. Voilà ce qu'on peut vous dire à cette étape-ci. Au sein de votre formation politique, comment se préparent les élections? Elles se préparent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'APR, et ça peut-être que beaucoup de gens l'oublient, sur 517 collectivités locales, l'APR a 440 maires APR. Je ne dis pas maire Benno. Donc c'est un parti qui est très ancré sur le terrain, qui a une présence sur le terrain très forte. Et évidemment, c'est au niveau de ces mairies que la préparation des élections se font. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 5 ans, le président déroule son programme, le PSE notamment,
avec des résultats importants. En termes, on peut évoquer par exemple le PUDC, c'est des milliers de kilomètres, c'est des centaines et des centaines de kilomètres de pistes rurales, des endroits qui n'ont jamais été desservis. Récemment, la dorsale sur l'île à Morphil fera 300 km, ça a démarré. C'est des centaines et des centaines de forages, dans des endroits où l'accès à l'eau était très très difficile. L'électrification rurale, des milliers de villages. C'est ce bilan-là qui sera porté à l'occasion justement des législatives. Ce n'est pas nécessairement l'effervescence médiatique qui détermine ces élections-là. Et les maires, les cadres, les responsables politiques, ils travaillent tous les jours. N'avez-vous pas peur cette fois-ci que l'opposition vous dame le pion? C'est ce que je vous explique tout de suite. Il faut vous rappeler un peu des différents résultats électoraux. Le dernier résultat en date, il y a tout juste un an, aujourd'hui, c'était le 20 mars l'année dernière, c'était le référendum. Toute l'opposition s'était regroupée, pour rappel, pour voter non contre la Constitution que le président de la République proposait au peuple sénégalais. Il voulait en fait un référendum pour ou contre Macky Sall. Le résultat, vous le connaissez. Le oui a triomphé à près de 63%. Et je considère que le rapport de force même s'est accentué en faveur de la majorité présidentielle au regard des résultats du bilan du président, parce qu'il n'a jamais arrêté de travailler. Et c'est ça qui est déterminant. C'est les populations qui, tous les jours, voient les avancées, les acquis sur le terrain. Et c'est en fonction de cela qu'elles renouvelleront leur confiance au président de la République pour qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Le nom de Khalifa Sall est avancé par l'opposition pour diriger la liste de Dakar. Est-ce que cela ne vous sera pas fatal? Vous savez, rappelez-vous toujours du rapport de force. Le référendum à Dakar, il faut vous en souvenir, je crois que c'était Khalifa Sall qui était le champion du non à Dakar, n'est-ce pas? Je pense que le oui a triomphé, y compris dans son bureau de vote à Grand-Yoff. C'est ça le rapport de force réel. Et comme je le dis, le président et son équipe continuent à travailler tous les jours et je pense que les populations votent vraiment avec leur conscience. Elles voient le travail qui se fait tous les jours et en fonction de cela, elles se déterminent. Maintenant, qui dirigera ou qui ne dirigera pas au niveau de l'opposition, ça c'est à eux. Beaucoup reprochent au président Macky Sall le fait d'être entouré par de vieux dinosaures politiques tels que Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng. N'est-il pas véritablement arrivé le moment de se séparer de ces gens-là pour promouvoir le leadership de la jeunesse? Vous savez, c'est déjà une expérience historique que d'avoir conservé une coalition pendant 5 ans. En 2000, vous vous rappelez que la coalition qui avait porté le président Abdoulaye Wade n'a pas tenu une année. L'explication, c'est que le président a une conviction forte qu'il souhaite gouverner avec ses alliés. Évidemment, c'est lui le président, c'est lui qui assume le leadership, mais c'est sa conception qu'il a du pouvoir. Maintenant, il y a beaucoup également de préjugés. Le président a beaucoup de collaborateurs. Et il faut avoir une conception intergénérationnelle de la gestion du pouvoir. Avoir des jeunes, avoir des femmes, avoir des personnes d'un certain âge, pourquoi pas. Et tous ensemble, contribuent à soutenir le président pour qu'il fasse avancer le pays vers l'émergence. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.